suis venu vous parler de vos candidats et du rapport au travail et de vous présenter des résultats du baromètre qu'Actuel et le M Normandie conduisent depuis maintenant presque un an. Des résultats qui nous racontent ce que devient le rapport au travail des Français au travers d'une époque un peu troublée. Alors ce matin, j'ai des inédits à vous raconter, des choses de données qui sont un peu récentes et qui sont des données qui viennent raconter aussi ce qui s'est passé un peu hier, c'est-à-dire qui viennent nous dire ce qui se passe dans le corps social français et dans l'âme de nos contemporains. Bref, on va essayer de poser quelques mots et quelques idées sur ce qui fait la France aujourd'hui et la France au travail aujourd'hui. Alors, deux questions pour ouvrir le débat là-dessus. La première, très pragmatique, par laquelle on a commencé, c'est la question du comportement des candidats. J'imagine qu'il y a des recruteurs parmi vous, beaucoup même, tous peut-être. Et si vous faites du recrutement, vous savez très bien que les comportements des candidats ne sont plus ce qu'ils étaient. Pour le dire autrement, on a vu apparaître des comportements qu'on peut qualifier de ghosting, qu'on peut qualifier d'incivils, bref, plein de comportements qui ne sont pas, disons, dans les pratiques, dans les comportements, dans les attitudes qu'on peut espérer ou qu'on pouvait attendre d'un candidat, disons, standard. Bon. Alors, s'il ne s'agissait que de ça, au fond, on aurait pu se dire que c'était des problèmes de coordination. La coordination des acteurs sur les marchés, il y a une science qui étudie ça s'appelle l'économie. Bon, c'est pas très compliqué finalement. Le comportement des gens par rapport à des marchés du travail, par rapport à des marchés en général, c'est plein de frictions, c'est parfois compliqué. Donc on aurait pu se dire que le problème du recrutement, de l'inadéquation entre l'offre et la demande, entre les comportements des candidats et puis les comportements des recruteurs, ça n'était qu'une question de coordination et qu'on pouvait finalement apprendre aux uns et aux autres à se parler et que ça n'était pas plus grave que ça. En fait, et c'est là que ça devient beaucoup plus intéressant et passionnant à étudier, beaucoup d'études et beaucoup de travaux sociologiques sont en train de nous expliquer que la France que nous avons connue, et même les plus jeunes ici, la France que nous avons connue, qui était une société unifiée, c'est-à-dire des gens qui partageaient, disons, un certain nombre de croyances, de représentations, de valeurs, y compris pour s'opposer à celles des autres. La France du dimanche matin avec les uns au bistrot, les autres à la messe. Bon, c'est partager une forme de dualité qui structure le rapport à la société. Cette France-là n'existe plus et elle s'est morcelée. Et pour le dire de façon un peu plus radicale, elle s'est fragmentée. Alors ça veut dire quoi, une France qui se fragmente et qui surtout se fragmente sans qu'on s'en rende compte? C'est que depuis 10 à 15 ans, sans qu'on s'en rende compte vraiment, nous avons perdu de vue les gens qui ne sont pas nos semblables. Ça veut dire que si vous regardez les gens qui sont autour de vous, vous avez l'impression de voir des gens qui vous sont différents et en fait, vous ne voyez que des semblables. Parce que, pour plein de raisons, on s'est rapproché de lieux d'habitation où habitent des gens pour des raisons de niveau de vie qui nous ressemblent. On s'est éloigné d'autres qui n'ont pas les mêmes niveaux de vie que nous, qui n'ont pas les mêmes pratiques culturelles que nous. Et au fond, sans qu'on s'en rende compte, nous ne vivons que parmi nos semblables. Alors, pour le décrire très trivialement de mon côté, j'habite dans le 3e arrondissement de Paris, boulevard Beaumarchais. Et si j'y prends pas garde, le différent de moi, c'est mon voisin du dessus parce qu'on n'a pas les mêmes baskets. Voilà. Il me paraît très différent parce qu'on n'est pas les mêmes baskets. En réalité, je ne vois plus vraiment l'altérité, la différence, je ne la vois plus. Ce que c'est que quelqu'un qui est dans un lieu désertifié, désindustrialisé, quelque part en Auvergne, je ne sais pas ce que c'est. Bref, il y a plein de lieux, de territoires et de groupes sociaux que je ne fréquente plus, que nous ne fréquentons plus. Et nous sommes sous le système de ce que Bourdieu appelait l'effet du premier kilomètre. Nous voyons la France au regard du premier kilomètre autour de nous. Et nous ne voyons plus ce que c'est que l'altérité et la diversité. Et donc, ça veut dire, si je reprends le sujet depuis le début, que ces candidats qui nous paraissent très différents, que nous ne comprenons plus, c'est que peut-être ils appartiennent à des groupes sociaux qui n'ont plus les mêmes codes que nous. Voilà. Et ça, il faut essayer de le décrire. C'est donc l'ambition de ce baromètre du rapport au travail. J'ai au fond 3 choses à vous dire ce matin. Comment est-ce qu'on a construit ça? On a pris 2 axes. Très simple à collecter. Le premier axe qui est très basique, c'est l'employabilité. Alors, je rentre pas dans le détail. L'employabilité, c'est l'ensemble des ressources collectées par un individu pour faire face au marché du travail. Sur l'axe horizontal, plus spécifique à nos travaux, la question de la confiance en l'avenir. Parmi nos contemporains, parmi nos concitoyens, il y a des gens qui se disent, quel que soit le chaos que nous vivons collectivement, demain, ça ira encore mieux pour moi. Et puis,
il y a des gens qui se disent, quelle que soit mon employabilité, quel que soit mon passé, quelles que soient mes compétences, demain va sans doute me priver de choses que j'avais acquises. Demain va être plutôt privatif des ressources que j'avais plus ou moins accumulées. Privatif aussi du statut que j'avais acquis, on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Et si on croit ces deux variables, alors je ne rentre pas dans le détail statistique, hein, mais si on croit ces deux variables, on voit apparaître 4 groupes sociaux qui sont, et je vous les présente comme ça, la nouvelle matrice du rapport au travail des Français. Et nous tous ici, nous sommes quelque part dans l'un des 4, et vos candidats sont peut-être dans l'un des 4, et ils sont peut-être dans l'un des groupes auxquels vous n'appartenez pas, ce qui va expliquer les problèmes de coordination que vous rencontrez avec eux. Alors je vous décris ces 4 groupes-là, et j'en parlerai un petit peu après, parce que ces groupes ont un petit peu évolué, pas dans leur nature, mais dans leur volume au cours des mois écoulés. Alors en bas à gauche, très simple à comprendre, les décrocheurs, c'est l'image la plus simple qu'on peut se donner. Un décrocheur, c'est quelqu'un qui a peu d'employabilité et qui a peu de confiance en l'avenir. Il y a 2 poches de décrocheurs en France, des décrocheurs un peu âgés qui sont dans des zones désindustrialisées. Donc vous imaginez une zone plutôt en province, qui a perdu la seule grosse entreprise qui la faisait vivre. Il y a des gens qui ont consacré leur carrière à cette entreprise-là et qui n'ont plus d'employabilité dans leur territoire. Deuxième poche de décrocheurs en France, ce qu'on appelle les NEET. Les NEET, en français, ce sont des jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en études. Il y en a des poches en Île-de-France, beaucoup. Ce sont des gens qui sont aussi très peu employables et qui ont très peu de confiance en l'avenir. Ce sont des poches qu'on sait traiter finalement. Hein. La politique d'insertion amène ces populations-là à retrouver un travail. Ceux-là, on les connaît, on les a identifiés. Plus compliqués, les 2 du milieu. Alors, qui sont ces stables, qu'on appelait donc les stables optimistes, stables pessimistes. C'est quoi la stabilité? Ça signifie un niveau d'employabilité qui en fait des bons candidats à un CDI. Parce qu'ils recherchent la stabilité du CDI. Le CDI, c'est protecteur, hein, ça apporte de la stabilité tant à l'employeur qu'à l'entreprise. Donc ce sont des candidats ou des individus qui vont rechercher un emploi stable de type CDI. Ok, très bien. Sauf que d'un côté, il y a des stables, il y a des optimistes, pardon, et de l'autre, il y a des pessimistes. Ça change quoi d'être un optimiste ou un pessimiste à niveau d'employabilité égal? Eh bien, ça change absolument tout dans les comportements d'emploi. Vous avez dans les 2 séries de barres du milieu les comportements d'emploi des optimistes et des pessimistes stables. Vous voyez grosso modo que à employabilité égale, entre être optimiste et être pessimiste, les comportements d'emploi changent complètement. Pour dire simplement, un pessimiste, par rapport à quelqu'un qui a la même employabilité, va avoir 2 fois moins de fréquentation de LinkedIn, va répondre 2 à 3 fois moins à des offres d'emploi, et va avoir 3 fois moins de probabilité de répondre lorsqu'un recruteur l'appelle. Alors ça veut dire quoi ça? Parce que ça paraît contre-intuitif. Et là, il y a un mécanisme qu'il faut vraiment essayer de comprendre pour comprendre le nouveau rapport au travail des Français de cette population-là. Quelqu'un qui est pessimiste et qui pense que l'avenir va le priver des ressources qu'il a acquises progressivement dans le temps, c'est quelqu'un qui ne va plus chercher un emploi. C'est quelqu'un qui va se désengager du marché du travail parce qu'il ne veut plus prendre le risque de recevoir des réponses négatives. Là, il y a un vrai sujet très compliqué à comprendre et à saisir. La plupart des candidats auxquels vous vous adressez sont peut-être des pessimistes qui se disent qu'ils n'ont pas envie de jouer à un jeu auquel ils vont sûrement perdre. Et si on regarde le recrutement du point de vue des candidats, ce qu'on a toujours un peu de mal à faire, c'est quoi le recrutement en vrai? C'est un jeu dans lequel on ne connaît pas le nombre de participants, le nombre de concurrents, on ne connaît pas l'arbitre, on ne connaît pas très bien la règle. Ce qu'on sait, c'est qu'il y aura un seul et unique vainqueur selon des critères qu'on ne connaît pas très bien. Et si on prend le recrutement de leur point de vue, qui est ce que je viens de dire, on comprend évidemment que leurs comportements sont marqués par la crainte de ce jeu-là. Donc ce sont des gens qui vont progressivement se désengager du marché du travail. Donc, vous voyez que les 2 poches principales de gens qui sont des candidats au CDI, qui sont vos candidats classiques, vont avoir des comportements très différents et que donc il faut progressivement s'adapter à ces nouveaux comportements. 4e groupe, qui est celui que je vais surveiller de plus près dans les années qui viennent,
parce que c'est le groupe qui est en train de réinventer la société. Hein. S'il y a un changement qui se passe, il se passe à ce niveau-là. Ce sont les avant-gardistes. C'est quoi un avant-gardiste? C'est quelqu'un, ils étaient 13% il y a 6 mois, vous verrez ce que c'est devenu après. Ce sont ceux qui se disent qu'ils sont, un, tellement employables et deux, tellement confiants en l'avenir qu'ils vont refuser le cadre traditionnel de l'entreprise, c'est-à-dire celui du CDI. Hein. Ce sont des gens qui se disent « je ne veux plus avoir la contrainte du CDI ». Pourquoi est-ce qu'ils ne la veulent plus, cette contrainte? Au moins pour deux raisons. Des raisons push et des raisons pull, donc des raisons qui les attirent vers autre chose et des raisons qui les font rejeter ce monde du salariat. Les raisons qui les attirent, au fond, c'est le modèle de l'entrepreneuriat californien, c'est-à-dire qu'en effet, se diffuse en France, et beaucoup de gens ici en sont assez représentatifs, se diffuse un modèle d'entrepreneuriat autour de nouvelles valeurs, l'écologie, la réussite personnelle, rouler en Tesla, par exemple. Donc il y a des gens qui se disent l'issue, l'espoir, l'aventure contemporaine, et c'est bien de parler en termes d'aventure, hein, ça n'est pas d'être salarié, ça n'est pas d'être dirigeant, c'est de créer mon entreprise et d'être autre chose qu'un salarié traditionnel. Ça, c'est la raison qui les attire. La raison qui les fait repousser le monde de l'entreprise, c'est avant tout le rejet de la grande entreprise bureaucratique traditionnelle. Pour être plus précis, c'est le rejet du management. Ce sont des candidats qui se disent qu'est-ce que l'entreprise m'offre à moi, bon collaborateur talentueux, qu'est-ce qu'elle m'offre comme récompense si je veux gagner plus d'argent, si je veux avoir plus de responsabilités, qu'est-ce qu'elle m'offre? Elle m'offre du management. Et c'est quoi le management? Il y a 20 ans, le management, c'était prestigieux parce que le management, c'était justement la récompense. Et c'était une forme de sélection progressive des collaborateurs. Parmi ceux qui étaient rentrés, on filtrait comme ça, et puis il y avait des gens qui atteignaient des niveaux de pouvoir très élevés parce que c'était les meilleurs. Et on récompensait les meilleurs par la responsabilité, le statut et le salaire du manager. Mais aujourd'hui, ce statut a disparu. En tout cas, il est largement fondu. Et qu'est-ce qui reste? Il reste la fonction de manager, c'est-à-dire des sacrés nids en merde. Enfin, je dis ça pour tous les managers ici. Hein, voilà. Bon. Donc, qu'est-ce qui reste? S'il n'y a plus le statut, le pouvoir, le prestige, alors il reste la voiture de fonction allemande à 6 cylindres, c'est toujours très important. Mais à part ça, il reste pas mal d'emmerdements et peut-être pas grand-chose pour les récompenser. Donc dans la mesure où l'entrepreneuriat se diffuse et devient une opportunité alternative qui rapporte un statut finalement beaucoup plus important et beaucoup plus fort que le simple job de manager, l'issue forcément elle est là. Voilà ce qu'on savait il y a à peu près 6 mois quand on a fait le premier baromètre. Ce qu'on sait depuis. Alors, vous avez compris que dans ce baromètre, il y a une dimension essentielle qui est la confiance en l'avenir. Et vous savez aussi qu'on vit une période un petit peu troublée. Cette courbe moche, c'est l'évolution de la confiance en l'avenir moyenne des Français. Et vous voyez que depuis le Covid, ça remontait tranquillement. Alors doucement, mais ça remontait tranquillement. Et vous avez compris aussi que depuis notre printemps dernier et les élections qu'on a tous connues, la confiance en l'avenir a commencé à baisser. Alors là, il y a un sujet très important. On pourrait en rester là et dire, oui, forcément, la confiance en l'avenir baisse et puis c'est compliqué. Et puis évidemment, le pays est menacé par une forme de désengagement collectif et c'est un peu notre sujet de ce matin. Oui, mais en fait, ce désengagement, cette démotivation, cette perte de confiance en l'avenir, elle est elle-même fragmentée. C'est-à-dire qu'elle n'est qu'une moyenne. Et si vous avez un truc à retenir ce matin, c'est qu'en fait, quand on décrit le pays aujourd'hui, la notion de moyenne ne veut plus rien dire. On est face à un pays fragmenté, un rapport au travail fragmenté. Notre pays, c'est fait de groupes sociaux différents, hétérogènes, qui ont des logiques différentes. Et donc, la moyenne ne veut plus rien dire. Donc, dire que la confiance en l'avenir baisse, ça veut dire en fait que derrière cette moyenne, il y a des gens qui sont à nouveau très confiants en l'avenir et le groupe des avant-gardistes est en train d'augmenter. Donc dans le chaos que l'on vit, il y a des gens qui se disent « moi quand même, je vais m'en sortir ». Et évidemment, la moyenne cache aussi des gens qui ont de moins en moins confiance en l'avenir et donc on a un groupe de pessimistes qui augmente. Donc vous voyez le principe, une société fragmentée, un pays divisé et un rapport au travail fait de groupes sociaux hétérogènes dans lesquels certains se disent « je suis de moins en moins confiant en l'avenir, ça va être de plus en plus compliqué pour moi ». Et d'autres qui se disent « mais dans sa difficulté, dans ce chaos peut-être, il va y avoir de la chance pour moi ». Deux choses. D'abord, très pragmatiquement, si vous êtes recruteur,
si vous avez compris un truc ce matin, c'est qu'en fait, vos pratiques de traitement de candidature qui sont faire de l'approche directe, envoyer des annonces, publier des annonces, bref, tout ce que vous faites classiquement pour attirer des candidats, ça ne concerne que 23% du marché du travail. Comprenez ça, les personnes, les candidats, les actifs qui réagissent naturellement aux pratiques traditionnelles d'activation de candidature, c'est 23% du marché du travail. Et les autres, il va falloir faire un petit peu autrement. Alors ceux qui sont en bas à gauche, on va pouvoir leur parler parce qu'on va les adresser directement par des pratiques d'insertion, etc., sur lesquelles il va falloir travailler. Mais il y a un gros sujet sur 26% de gens qui sont très employables, tout à fait intéressants pour les entreprises, et qui n'ont plus confiance ou qui ne s'engagent plus dans les démarches de recrutement classiques que nous pratiquons tous plus ou moins. Donc là, il y a un sujet pour aller capter de la compétence, recréer de l'engagement et de la confiance. Et là, il y a aussi un sujet de marque employeur, parce que la marque employeur, ce n'est pas de la publicité, hein, c'est trouver le moyen d'attirer et de créer de la confiance avec ces personnes-là. Je finis en 2 minutes. J'avais voulu vous parler d'engagement. Je voulais vous dire ce matin que l'engagement, ça n'est pas qu'une intensité. Le débat n'est pas seulement de savoir si on est engagé un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout, etc. Le débat, c'est dans quoi est-ce qu'on est engagé. On pourrait se dire que, comme l'engagement, c'est à la fois rationnel et affectif, on a tous besoin d'être engagé dans quelque chose. Le débat qui se pose à la fois en tant que manager, en tant que RH et en tant que recruteur, c'est quels sont les modes d'engagement dans lesquels mes collaborateurs ou les candidats s'engagent, dans quoi est-ce qu'ils se projettent. Et on le décrit selon une métaphore très simple, hein, c'est un peu comme une mise au casino. On a tous comme si on avait 100 points d'engagement à miser tous les jours. Tous les jours, on se dit, je mets mon énergie dans ça. Et on a en fait 4 types d'engagement possibles dans le métier, dans une communauté de compétences, dans l'organisation, dans des valeurs, dans des dirigeants, dans une tradition, dans une histoire, dans une communauté, dans mes collègues de proximité, ou dans un projet. Et vous voyez que ce qui caractérise aussi ces 4 types de Français au travail, c'est qu'ils vont s'engager par leur parcours et par leur histoire, par leurs caractéristiques, par leur rapport au travail. Ils vont s'engager, ils vont miser leurs 100 points d'engagement dans des choses très différentes. Les avant-gardistes, c'est un projet qui les intéresse. Donc c'est un projet à court terme. C'est des gens avec qui travailler sur un sujet très précis, très technique, sur du court terme. Donc l'engagement de la durabilité, ce n'est pas leur sujet. Les stables, c'est la communauté, ce sont des gens qui se disent que l'important, c'est les gens avec qui ils vont travailler, donc la relation de proximité. Les pessimistes sont plutôt dans un engagement vers une organisation et des valeurs et de la durabilité, ce qui, au fond, n'est pas si grave. Parce que finalement, ces pessimistes stables, ils vont peu bouger, alors ils vont être de très mauvais candidats, si on se place dans le registre du candidat, hein, du marché du travail, mais ce sont des piliers des entreprises, hein, ce sont des gens qui ont envie de rester durablement. Donc il faut ici se dire que quand on recrute, on déshabille souvent Pierre pour habiller Paul, donc on va priver l'entreprise de quelqu'un, donc le même RH qui est ravi qu'on recrute pour lui est désespéré quand un collaborateur s'en va. Donc il faut imaginer aussi cette mécanique à 2 sens. Bon. Et puis enfin, les désengagés ont un engagement métier, compétences, qui au fond, à peu près tout ce qui leur reste. Donc voilà ce que j'avais à vous dire ce matin, avant que Laure ne me pose vos questions et que vous puissiez me faire savoir vos réactions, vos commentaires ou vos spasmes éventuels. Voilà ce que j'avais à vous dire. Retenez un peu ça, un pays fragmenté, des rapports au travail qui se fragmentent et qui se dissocient, des candidats qui sont souvent très différents de qui vous êtes, et ce problème qui est le départ par le phénomène des avant-gardistes, d'une partie des gens qui, pourtant, par tradition, devraient faire l'élite de nos entreprises. Voilà. Merci Jean pour ton intervention. On va quand même noter que la conférence que tu animes depuis maintenant 5 dates, depuis le début de l'année 2024, c'est la conférence préférée des Français. Non, c'est la conférence préférée des décideurs engagés qui font partie du mouvement Act for Skills. Donc merci pour ça, merci pour les éclairages que tu apportes avec le Figaro Emploi, le M Normandie Compétences et le groupe Actuel évidemment. J'avais une question à te poser, Jean, presque fatidique un petit peu, au lendemain de ce qui s'est passé concernant le budget, hein, sans trop mettre le couteau dans la plaie. Est-ce que tu penses que ça va avoir un impact presque immédiat ou pas sur ce que tu nous as présenté, en tout cas sur l'évolution des segments ? Alors je pense que vraiment le mécanisme qu'on observe va s'accentuer, hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent que ça ira quand même pour eux, parce que
pour des raisons d'ailleurs rationnelles ou irrationnelles. Il y a des gens qui sont dans des business ou des activités pour lesquelles il n'y a pas d'impact. Bon, ok, on peut se dire que tout va bien pour eux. Et puis il y a des gens qui ont une confiance en l'avenir qui est à la fois émotionnelle et irrationnelle, et c'est très bien comme ça aussi. C'est-à-dire qu'ils se disent qu'il faut bien que des entrepreneurs, quand on entreprend, on est forcément un peu fou, donc on fait des paris sur l'avenir, donc c'est aussi ça. Donc il y a des gens qui vont se dire qu'on va quand même continuer, on va quand même tenir droit sur un projet qui va continuer à avancer. Ce qui me frappe dans ce qui s'est passé hier, et je trouve que c'est très illustratif de cette fragmentation de la France dont je vous parlais un peu, c'est qu'on a grosso modo, pardon pour la caricature, mais c'est quand même ça, on a trois groupes de députés, donc 3 morceaux de France, qui rendent compte à des électeurs et qui ne veulent absolument pas cohabiter avec les autres. C'est ça qui se passe. Il y a trois segments de Français, en gros, pour simplifier, il y a des urbains, CSP moyen plus, qui votent bloc central, et puis il y a les deux extrémités, il y a des ruraux qui votent plutôt RN, je caricature mais c'est un peu ça, il y a des urbains post-industriels qui votent LFI, encore une fois grosse caricature mais c'est un peu ça, et ces 3 morceaux de France non seulement ne veulent pas cohabiter avec les autres, mais considèrent les autres comme des rivaux et développent ce sentiment qui est presque en train de devenir le sentiment le plus dominant dans le pays, c'est le ressentiment. Le Français moyen a l'impression qu'on lui a piqué son fromage. Voilà, quelqu'un lui a piqué son fromage, qu'il avait droit à quelque chose et que quelqu'un est passé par là et le lui a piqué. Et c'est ça qui se passe. C'est que non seulement ils ne peuvent pas se parler, mais parce qu'ils sont des représentants d'un électorat qui ne supporte pas les types d'à côté et qui développent un ressentiment très fort pour les gens d'à côté. Donc on est un peu dans la merde en fait. C'est ça. On est bien d'accord. Une deuxième question qui est comment approcher les pessimistes stables s'ils ne répondent pas aux annonces? Est-ce que tu as des conseils à apporter ou en tout cas un éclairage? Alors, sur les pessimistes stables, il y a 2 sujets. D'abord, il ne faut pas oublier que ces pessimistes stables, ce sont aussi des piliers des entreprises. Donc, si on prend les problèmes RH sous l'angle du recrutement, c'est un problème. Si on les prend sous l'angle du management en général, c'est plutôt une qualité de rester. Voilà. Ensuite, il me semble qu'il va falloir travailler des discours de marque employeur, des pratiques d'évaluation des compétences qui soient extrêmement fiables et engageantes. Alors, tu suis mon regard, évidemment. Bon. Mais quand même, je pense que pour beaucoup de candidats, la marque employeur, le discours des entreprises est perçu selon le prisme de la publicité. Je fais juste une remarque par rapport à ça. Vous savez que un des problèmes que se posent les gens qui font de la publicité à la télévision, c'est qu'il y a un générique à la pub. Vous savez ça? Et si vous allez aux États-Unis ou dans plein de pays du monde, votre émission de télé est interrompue par la pub en direct. Tout d'un coup, ça coupe. Bon. Et là, le législateur français veut qu'on dise aux téléspectateurs « attention, ça c'est de la pub ». Voilà. Et les gens qui étudient le marketing et la publicité savent que dès l'instant où on dit à un consommateur « attention, ça c'est de la pub », la crédibilité du message baisse de 50%, parce que c'est de la pub. Bon. Et pour beaucoup de candidats et de collaborateurs, les propos de marque employeur sont perçus comme de la publicité, c'est-à-dire « ma crème rend jeune, mon café est délicieux », etc. Bon. Dans l'instant où on prend des codes de la publicité pour faire de la marque employeur, on fait baisser la crédibilité du message de façon assez drastique. Donc ça veut dire qu'il faut peut-être réinventer les discours d'entreprise, les pratiques de marque employeur, pour en faire des choses qui vont utiliser d'autres codes que ceux de la publicité, parce que justement ces codes-là, en eux-mêmes, sont peu crédibles. Voilà. Aujourd'hui, on est le 5 décembre, décidément, j'ai des sujets très politiques. Et effectivement, les fonctionnaires sont dans la rue à l'heure qu'il est. Et forcément, tu me vois venir avec cette question, puisque tu es aussi à l'origine, avec le groupe actuel, d'une nouvelle étude sur le rapport au travail dans la fonction publique. Est-ce que tu peux nous en dire, allez, un petit mot? Est-ce que c'est la même chose que tu observes? Quels sont les grands enseignements pour donner à vous tous l'envie de lire la suite et cette fabuleuse étude qui est sortie lors du Congrès des maires? Oui, alors effectivement, grâce à François Pain qui est ici, et puis quelques-uns qui veulent, chez Actual, améliorer les pratiques de recrutement de la fonction publique, on a fait deux, trois analyses de données qui sont plutôt intéressantes, et dans lesquelles on s'est rendu compte d'autres choses qu'on n'imaginait pas. La première, c'est que un agent public sur 4 ou sur 3 est un contractuel, ce qui est assez inattendu, parce qu'on avait quand même l'image d'une fonction publique qui est recrutée par concours, etc. Et on s'est rendu compte que la fonction publique est un réservoir de gens en CDI
qui sont en CDI, un peu comme vous et moi. Ce qui signifie que par cette simple mécanique-là, la fonction publique s'est ouverte au marché concurrentiel du recrutement, sans à aucun moment se demander comment faire pour adapter ses pratiques à ça. Et que les codes qui attiraient ces candidats vers la fonction publique n'étaient plus du tout des codes liés au service public et au service de l'État, mais plutôt des codes autour de l'émission, l'harmonie vie pro, vie perso, etc. Et donc, on a découvert finalement un pan de la fonction publique qui était très inattendu, qui fonctionnait selon des codes qu'on n'imaginait pas, et qui aurait bien besoin qu'on leur apporte des pratiques et des modes de fonctionnement qui sont ceux, au fond, qu'on a rodés largement dans le recrutement privé depuis quelques années. Parfait. Autre chose ? Non, c'est tout bon, merci Une réaction, beaucoup, un commentaire, Jean.